Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans le Débrief Afrique. Cette semaine encore, l'Afrique s'est racontée à travers des phrases qui en disent très long, des mots qui choquent, qui interrogent, qui inspirent aussi. Quand un homme d'affaires américain évoque le glamour autour d'un chef d'État africain, pendant que des défenseurs des droits humains appellent à l'apaisement en Guinée, quand des entrepreneurs rappellent que l'Afrique leur a tout donné, mais que le continent reste presque absent des données qui entraînent l'intelligence artificielle mondiale. Quand des voix s'élèvent pour défendre les langues africaines face aux algorithmes, pendant que d'autres dénoncent les élites, les accusations politiques et les jeux de pouvoir à l'approche des élections surtout. Énergie, sécurité, souveraineté, influence étrangère, responsabilité des dirigeants. Derrière donc chaque citation aujourd'hui, une actualité brûlante se cache. Bienvenue dans le Débrief Afrique, là où les mots révèlent les mots MAUX et parfois espoir du continent africain. Pour ce tour de décryptage et d'analyse, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau mon ami et confrère, je vais dire simplement, Letsui Kenfak, ingénieur en cybersécurité, spécialiste de la sécurité des moyens de paiement. Letsui est actuellement responsable de la sécurité des systèmes d'information à Union Bank of Cameroon, UBC. On ne peut pas faire mieux pour vous présenter, je crois. Merci Bachir. Cette présentation, je ne pourrais pas faire mieux moi-même. Merci pour l'invitation renouvelée. C'est toujours un plaisir d'être sur votre plateau. Bienvenue en tout cas. Et depuis Dakhla aussi, notre confrère El Hadj Mamadou Gueye, journaliste au quotidien marocain L'Économiste, nous fait l'honneur de prendre part à nos échanges, justement, réputé pour ses analyses de l'actualité économique, des politiques publiques et des dynamismes d'investissement avec un regard chaque fois rigoureux mais accessible. El Hadj Mamadou Gueye est également passionné de sport. El Hadj Gueye, bonsoir ou bonjour, vous êtes où? À Dakhla, bonjour Bachir et merci de votre invitation. Toujours un plaisir, El Hadj, de vous recevoir parmi nous. Donc sans plus tarder, c'est l'affaire Epstein, forcément, qui défraie la chronique. Au-delà donc des États-Unis, elle touche aussi de nombreux pays africains. Aucun document diffusé n'évoque pour le moment des crimes sexuels, mais il montre l'ampleur des réseaux économiques et les méthodes surtout agressives de Epstein pour montrer ses affaires, morceaux choisis pour décrypter. Je vais citer la citation qu'on a choisi de retenir pour nos téléspectateurs. Jeffrey dit que je suggère la présence d'un mannequin pour ajouter du glamour lors du dîner en l'honneur du chef de l'État, Jacob Zuma, parlant justement du chef de l'État sud-africain de l'époque. La citation me paraît très brutale. Letsui, qu'est-ce que ça vous inspire, vous qui êtes aussi analyste des systèmes d'information? Dites-moi, qu'est-ce que ça vous... Alors, c'est une information qui peut être vue sur plusieurs prismes et peut être brutale parce qu'après on parle quand même de Jacob Zuma, le chef d'État d'un des pays les plus puissants d'Afrique, sinon la première puissance économique. Ou la deuxième, selon. Voilà, selon les classements. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'au-delà d'être des hommes d'État, c'est des êtres humains. Oui, mais juste avant d'aller plus loin, il faut quand même préciser qu'il n'existe pas à ce jour de lien judiciaire établi. Il faut le dire. Pour le moment, on ne parle que des relations qui peuvent être aussi économiques, politiques ou d'influence simplement. Pour que ça soit un peu plus clair. Exactement. Là, c'est très clair. En fait, moi, je suis allé dans cette direction comme pour dire, on a vite fait de jeter l'opprobre. Justement. Mais après, c'est un chef d'État qui noue des relations avec un homme d'affaires connu, qui a une influence forte dans les relations économiques, mais après, qui s'est révélé être aussi un prédateur entre guillemets sexuel. Ouais, et c'est des dossiers qui sont épluchés. Est-ce qu'il y a eu relation avec Jacob Zuma? Peut-être oui, peut-être non, c'est pas encore révélé. Est-ce que vous avez la même approche que Letsui? Oui, dites-moi. Pas forcément, parce que je pense que quand même s'il y a des relations de travail qui existent entre un chef d'État et un homme d'affaires, aussi puissant qu'il puisse être, il faut que ça reste dans le cadre purement professionnel. Ça doit être un exemple dans beaucoup de choses, dans beaucoup de domaines. Après, jusqu'à présent, il n'y a pas d'accusation concrète contre lui. Mais l'affaire Epstein elle-même, elle révèle une face très, très sombre de plusieurs
dirigeants de cette planète, c'est-à-dire des dirigeants politiques, des dirigeants économiques, des personnalités du milieu d'affaires qui ont toutes des casseroles avec cet homme d'affaires. Maintenant, mais s'il vous plaît, juste, on ne peut pas dire toutes ont des casseroles parce que quand même c'est un peu excessif quand on dit ça. Oui, pas toutes, c'est beaucoup en tout cas ont des casseroles. Et c'est ça qui dérange un peu parce que c'est des modèles qu'on a admirés et qu'on a adulés, notamment dans le milieu économique, dans le milieu technologique, dans le milieu politique parfois. Et quand on se retrouve aujourd'hui, quand on voit ces modèles-là avec tout le passé qu'ils ont eu avec Epstein, on se pose vraiment beaucoup de questions. Oui, juste très bien, parce que c'est bien planté, le décor est bien planté, parce que finalement, c'est juste ne pas aussi tomber dans le travers de l'exagération, en fait, en disant que tout est n'importe quoi. Or, pour le moment, les personnes citées ne sont pas toutes quand même mêlées dans ces histoires louches. Ça peut être juste des relations, comme on a dit, diplomatiques, politiques, ou en tout cas des relations d'affaires, parce que le networking aussi marche comme ça, je crois. Exactement. Donc, pour le moment, la constante et ce qui est établi, c'est qu'il y avait des relations d'affaires. Maintenant, après, la justice, elle est en train de faire son travail. C'est un dossier qui a été ressuscité. Voilà. On attend de voir ce que ça va donner pour voir les implications qui seront liées aux uns et aux autres. Mais je reviens, je garde vous gardez la parole justement là-dessus, parce que quand vous dites la justice est en train de faire son travail, en Afrique en tout cas, pour ce qui nous concerne, aucun dossier pour le moment n'est présenté devant un juge. Aucun dossier. Il n'y a que des citations qui sortent comme ça, qui touchent beaucoup de personnalités, connues ou peu connues, mais il n'y a pas de dossier sur la table. Il n'y a pas de dossier sur la table, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les procès qui sont ouverts, notamment aux États-Unis, les noms qui vont fuiter, les fichiers, les images qui vont fuiter sont susceptibles d'éclabousser les dirigeants qui se retrouvent très loin des États-Unis, selon ils aient été impliqués, ils aient été présents, ou alors qu'ils aient juste participé à un événement. On le voit en France en ce moment, on n'a pas une affaire judiciaire ouverte en France, mais le paysage français est en train de voler carrément à l'éclat avec des noms qui sont très connus, Jack Lang, qui aujourd'hui voit sa posture, il doit se justifier, il doit s'expliquer. Pourtant, il n'est pas impliqué directement dans une affaire judiciaire. Donc, on a une affaire judiciaire qui se passe aux États-Unis, et après des implications, l'onde de choc, il va aller au-delà des États-Unis. Ben, la preuve, ça touche l'Afrique aussi. Ça touche aussi l'Afrique. La France étant aussi un pays très politisé. Bon, je pense que le débat est plutôt politique pour le moment en France. Ce n'est pas judiciaire, comme vous l'avez rappelé. Et sur le continent, bon, il y a des noms qui ont été cités. Ben, un des plus grands noms qui a été cité, c'est celui de Jacob Zuma. Bon, donc, ça ne peut pas passer aussi comme si de rien n'était. Et on se demande maintenant, quelle est l'influence, comment peut-on séparer l'influence de ce genre de profil, d'hommes d'affaires très riches, très fortunés, de l'argent et de la moralité des affaires publiques. Est-ce que c'est dissociable ou on peut quand même se séparer, s'éloigner de ce genre de personnalités qui sont presque omnipotents, qui sont là, qui sont au milieu de business et de la politique? On a besoin des acteurs pour une raison ou pour une autre, à cause de leur potentiel. Et on peut être au courant aussi des dérives qu'ils ont. Vous voulez dire grâce à leur potentiel plutôt. Grâce à leur potentiel. Ouais. Et un choix qui peut être fait, c'est de se poser les bonnes questions. C'est quoi l'intérêt que nous avons? Et c'est quoi le risque qu'on est prêt à prendre en laissant notre image s'associer à l'individu? Eh bien, parce que les besoins économiques, généralement, ils sont pressants. Tant que ce n'est pas dévoilé au grand jour, généralement, on préfère faire la sourde d'oreille. Ce n'est pas éthique, mais c'est ce qui est fait de manière pratique. On se dit, on fait affaire avec quelqu'un qui, en plus de nous apporter des opportunités, moi je parle de pragmatisme, je ne parle pas d'éthique. De business, quoi. Je parle de business. On se dit, on fait affaire avec quelqu'un qui est susceptible de nous apporter des opportunités, de nous ouvrir les portes, mais à côté, il est aussi susceptible de nous éclabousser. Donc c'est un risque à prendre, je crois. C'est un risque, il y a un risque qu'il faut évaluer, regarder les opportunités on peut exploiter, regarder le risque que représente l'individu. Et généralement, les opportunités, ils drivent généralement les contraires. En tout cas, de ces dérives de pouvoir individuel, la discussion glisse vers une autre forme de responsabilité politique cette fois-ci. Donc, c'est celle des États face aux droits humains. Ça pose problème. La deuxième citation de notre discussion, c'est celle d'Absatou Ba Minte. Elle est directrice Afrique de la Fédération internationale pour les droits humains. Elle nous dit « Nous espérons un apaisement de la situation des droits humains en Guinée ».
El Hadj Gueye, vous êtes avec nous depuis Dakhla, je rappelle. Le contexte justement de cette déclaration, c'est le procès sur cette sombre affaire qui s'est ouverte il y a 3 ans à l'arrivée au pouvoir du général Mamadou Doumbouya. L'ancien président Dadis Camara et plusieurs hauts gradés à l'époque de la Guinée ont été condamnés pour des crimes contre l'humanité, avant que Dadis Camara ne bénéficie d'une grâce présidentielle quelques années plus tard. El Hadj, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que sur le continent, cette question-là se pose systématiquement? Aujourd'hui, on ne peut pas se passer de ces questions de droits de l'homme dans la vie politique du continent. Non, on ne peut pas s'en passer, surtout dans le cas de la Guinée où quand même il y a eu des massacres de population. Oui, on est d'accord pour qu'il y ait une situation d'apaisement pour que la Guinée essaie d'avancer, mais on ne peut pas oublier, il faut que les responsables quand même qui ont commis ces crimes devant tout le monde soient punis par une justice indépendante, libre, et une justice qui va vraiment dédommager les victimes, parce qu'aujourd'hui il y a plusieurs familles guinéennes quand même qui ont encore des séquelles de ce qui s'est passé dans ce fameux stade. Et Moussa Dadis Camara, ancien président, qui avait pris le pouvoir de force, est l'une des personnalités qui a été impliquée. Ce que je ne comprends pas, c'est comment on peut aujourd'hui gracier une personne alors qu'on n'offre même pas la possibilité aux victimes et à leurs familles de pouvoir faire appel d'une décision judiciaire. C'est ça, moi, ma principale problématique. Et quelle serait la réponse de l'ETSUI par rapport à la problématique là, on parle d'apaisement, ouais. et je pense que dans cette affaire, les victimes ont beaucoup souffert et la justice leur a privé l'opportunité d'être apaisées. Il a fallu attendre 13 ans. 13 ans entre 2009 et 2022 pour pouvoir ouvrir un procès. Ouais. Après, c'était un procès hyper médiatisé où les entrailles du CNDD ont été ouvertes au monde. On a compris un peu beaucoup de choses. Après, il y a eu des condamnations. C'était un acte qui pouvait ressembler à un début d'apaisement, avec tous les caciques du CNDD, Moussa Dadis Camara, Touboro, Claude Pivy. Ils ont été condamnés tous, mais après, ils sont graciés. Et pendant que les victimes attendent encore le deuxième volet des condamnations, qui était la réparation, un autre procès qui revient. Et ce procès, il vient un peu à point nommé. Pourquoi? Parce que pendant tout le procès, il y avait une focalisation autour du centre de Kalia, d'où étaient partis justement les présumés agents qui ont commis ces exactions froides. Donc c'est tout à fait naturel, à mon sens, qu'après on se questionne qui dirigeait le centre de Kalia à l'époque et que M. Lama se retrouve aujourd'hui devant la justice. Maintenant, est-ce que ça va apaiser de manière profonde les victimes? Pour ma part, ce qui va apaiser les victimes, c'est le volet réparation. Et ça ne dépend pas aujourd'hui, ça ne dépend pas seulement des pouvoirs publics. Aujourd'hui, je pense aussi que ceux qui étaient au pouvoir pendant ce temps ont obligation aussi de rendre des comptes. Or, beaucoup d'entre eux ne sont plus sur place. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on les rappelle? Voilà, c'est un dilemme. Beaucoup ne sont plus au pouvoir. Il y en a qui sont morts. Il y a Claude Pivy qui est mort en prison, ouais. En détention. Il pourrait être une clé dans la suite du procès. Il n'est plus le capitaine Dadis Camara. Il a été gracié. Mais pour ma part, ce qui va beaucoup plus nous diriger vers la réparation, c'est beaucoup plus l'action des organismes de protection des droits humains. Il faut faire la pression pour qu'au-delà des condamnations des acteurs, le deuxième volet de l'acte judiciaire qui a déjà été prononcé, parce qu'il y a eu une condamnation des hommes, ouais. Après il y a eu des actes de réparation qui devaient être menés en direction des victimes. Il faut mettre cela en branle. Mais où est-ce que ça coince maintenant? Difficile à dire lorsqu'on voit Mamadi Doumbouya, lorsqu'il arrive, il se dit la justice prendra le dessus, et puis il gracie Moussa Dadis Camara 8 mois après la condamnation, même pas 1 an. On a envie de se demander, est-ce qu'en ce moment, en Guinée, le pouvoir souhaite vraiment offrir à ses victimes le droit de faire leur deuil de manière définitive? El Hadj Gueye, vous avez la même analyse? Oui, j'abonde dans le même sens. Je pense surtout qu'il faut quand même qu'on fasse une vraie justice pour que la Guinée puisse
une bonne fois pour toutes, fermer cette sombre page de son histoire. Et comme il l'a dit tout à l'heure, il y a certains responsables, en tout cas, qui sont cités dans ce qui s'était passé, qui ne sont plus en Guinée. Il faut tout faire pour les rapatrier, en respectant leur dignité humaine, en les jugeant s'il le faut, de façon équitable et juste, pour que les victimes puissent aller de l'avant elles aussi. Maintenant, concernant les réparations, ce qui se passe aujourd'hui, c'est une situation quand même très, très difficile pour les victimes parce que toutes les victimes aujourd'hui n'ont pas bénéficié des mesures qui ont été prises par l'État, en tout cas par les pouvoirs publics en guise de réparation. Et c'est ça aussi un autre problème parce qu'après la justice, si on n'est pas satisfait, et après on met encore des réparations et on n'est pas satisfait, donc à la fin, on a l'impression d'avoir subi une triple injustice, c'est-à-dire des morts, une justice qui est allée à 2 vitesses, une réparation qui n'est pas complètement bien faite. Donc, il faut que la Guinée, quand même, essaie de faire des pas de géant dans ce domaine-là pour que cette sombre page puisse être fermée définitivement. En tout cas, la question des droits humains se pose encore sur le continent. Mais peut-on encore continuer à protéger ces droits humains quand ceux qui les défendent n'ont plus de moyens? Parce qu'aujourd'hui, le grand problème, c'est que ce que nous dit Volker Turk, le haut-commissaire aux droits de l'homme à l'ONU, il nous dit que nous sommes actuellement en mode de survie et devons assurer nos missions sous la contrainte. L'année dernière, nous avons mené moins de la moitié des missions de suivi des droits humains par rapport à 2024. Nous avons réduit notre présence dans 17 pays. Est-ce que ça pose problème matériel déjà, pour commencer? C'est assez préoccupant. C'est assez préoccupant lorsqu'on prend en considération la dépendance de nos pays en dessous du Sahara du système onusien pour assurer leur tâche régalienne. Mais à côté de poser problème, pour ma part, c'est une porte qui s'ouvre. Moi, je souhaite faire une petite parenthèse pour l'expliquer clairement. Le système de l'ONU actuellement, ce n'est pas que les États-Unis qui sont en train de se désengager. C'est 40 pays qui n'ont pas payé leur cotisation normalement. Et à côté, c'est les États-Unis qui sont en train de penser à un système alternatif qu'ils appellent le Conseil de paix. Derrière, on voit qu'il y a une démarche clairement établie. Ça aussi, ça peut être une interprétation intellectuelle. Ils ne l'ont pas dit de toute façon. Le Conseil de la paix ne dit pas que c'est mon analyse. Je vois les États-Unis qui se retirent d'une instance onusienne qui rassemble tout le monde. Et ils disent que les États-Unis n'ont pas à financer pour le monde. Et parallèlement, ils sont prêts à financer pour une instance qu'ils sont en train de créer. Ça amène à comprendre que nous, en tant qu'Africains au sud du Sahara, en tout cas, on doit revoir la gestion de nos crises, de nos catastrophes sous un autre prisme. Et moi, je souhaite convoquer ici une expérience que j'ai vécue, ici au Maroc même. Je crois que c'était en 2023, pendant le tremblement de terre. J'ai vu de manière spontanée s'organiser une solidarité nationale que j'ai rarement vue au sud du Sahara. Une grande chaîne de solidarité pour venir en aide aux victimes. C'était quand même une catastrophe assez forte. Il y a eu beaucoup de morts, des sinistres très graves. Mais la population, de manière spontanée, avant même que les pouvoirs publics tracent la ligne, moi j'ai vu autour de moi des individus s'organiser pour créer une véritable chaîne de solidarité qui a apporté du sourire et qui a aidé à soulager les victimes de ces sinistres. Et ça, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que la véritable alternative à ce système onusien qui existe déjà depuis des années, qui au fil des ans nous maintient dans un statut d'assisté, de perfusion. C'est une opportunité de saisir la pêche de ces grands qui se retirent pour se dire, est-ce qu'on n'a pas plus de force à nous recentrer sur nous-mêmes? Est-ce que les ressources dont on a besoin pour prendre soin des plus pauvres chez nous, on ne les a pas chez nous? Est-ce que l'énergie dont on a besoin, elle n'est pas disponible? Et je pense qu'elle est disponible, mais ce qui n'est pas disponible, c'est cette capacité à mobiliser l'énergie lorsqu'il y a une partie de la population, lorsqu'il y a une partie du territoire qui est dans un sinistre. Et l'HG, mode de survie, quand il dit ça c'est désespéré, non? C'est désespéré et je reste dans la même ligne que Letsui. Je pense que cette question, on l'avait déjà évoquée un peu par le passé, encore, on l'avait un peu brossée. Il faut que les solutions aux problèmes, par exemple africains, soient
des solutions africaines. On n'a pas besoin forcément tout le temps d'attendre que les États-Unis fassent un pas ou que l'ONU fasse un pas pour que nous-mêmes, on puisse résoudre nos problèmes. Et il a donné un bel exemple qui est celui du Maroc durant le tremblement de terre qui était très violent. Le Maroc n'a pas attendu les organisations internationales pour vraiment venir en aide aux populations touchées. Il y avait les infrastructures qui étaient touchées, les populations qui étaient touchées, des sites historiques et tout ça, mais il y a une organisation formidable. La population a mis la main à la poche. Les gens, même étrangers, y ont contribué parce que cet élan de solidarité, quand il est lancé, rien ne peut le stopper. Et c'est une inspiration pour les autres pays qui sont confrontés aux mêmes problèmes. Peut-être pas forcément des situations de catastrophes naturelles, mais des situations où les droits humains ne sont pas respectés, où il y a un besoin quand même de financer, d'aider. Il faut qu'on s'organise pour pouvoir le faire. Parce que comme je veux juste terminer sur ça. Aujourd'hui, les Américains, ils ont dit America First. Mais il faut qu'on puisse quand même trouver d'autres solutions à côté de ce que font les États-Unis. En tout cas, vous posez, El Hadj Gueye, vous posez la question vraiment de leviers économiques à mettre en place plutôt que de s'attendre à l'aide internationale, ce qui ne marche presque plus. On a remarqué que beaucoup de choses bougent. D'ailleurs, l'AGOA, pendant qu'on en parle, l'AGOA, c'est cet acte-là qui a été posé par encore les Américains pour venir en aide aux exportations africaines. C'est une sorte de bouffée d'oxygène pour les entreprises exportatrices depuis le continent vers les États-Unis. En revanche, je ne pense pas que ça soit de nature peut-être à générer des investissements supplémentaires. L'AGOA, je parle sous le contrôle de l'ETSUI. Alors, est-ce qu'effectivement, est-ce que c'est un mobile c'est un tremplin pour attirer les investissements? Je ne sais pas, parce que si je fais écouter aussi la citation de Julien Makili qui nous dit que, effectivement, qui est chef économiste au cabinet conseil de Global Sovereign Advisor, il nous dit que cette réactivation de l'AGOA est de nature justement à donner une bouffée d'oxygène pour les entreprises exportatrices qui ont déjà leur débouché prévu vers les États-Unis. En revanche, je ne pense pas que ce soit de nature à générer des investissements supplémentaires d'entreprises en Afrique pour exporter vers les États-Unis. Est-ce que finalement c'est un tremplin, c'est un passage, c'est quoi finalement? Dans cette phrase, on voit un vrai paradoxe. Et ce paradoxe, il se retrouve un peu dans l'acronyme AGOA et sa matérialisation sur le terrain. AGOA, c'est African Growth and Opportunity Act. Donc là, on a la croissance, on a les opportunités. Alors, est-ce que l'AGOA a apporté la croissance et les opportunités? Espéré. Pour les 39 pays qui sont membres, la trentaine de pays qui sont éligibles, qui sont éligibles et qui font partie de ce programme. Les opportunités, c'est sûr, parce que les États-Unis ouvrent un marché de 330 millions de consommateurs, de gros consommateurs, à ces pays-là. Et sans droit de douane. Sans droit de douane. Bref, avec des conditions assez allégées et incitatives. Mais est-ce que de l'autre côté, ça a apporté la croissance attendue? Ça, c'est la question. Il suffit de faire un tour dans ces pays pour répondre à cette question tout simplement, parce que le levier qu'on aurait attendu, c'est que ces incitations incitent justement les investisseurs à venir massivement investir en Afrique pour saisir ces opportunités. Mais il y a eu les opportunités qui ont été ouvertes, mais de l'autre côté, il n'y a pas eu de retour. Mais par contre, ce qu'il y a eu, c'est qu'il faut comprendre que dans la GOA, ce n'est pas qu'en un seul sens. C'est dans les deux sens. Il y a aussi des échanges qui vont partir des États-Unis vers l'Afrique. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en 1 heure de production, pour prendre juste une anecdote assez simple, un producteur Missouri aux États-Unis, il va produire 400 fois plus qu'un agriculteur qui se retrouve à Tchébélé au Burkina Faso. Et il n'a pas de facteur de production astronomique, avec les mêmes facteurs, avec le même temps horaire, une journée à 24 heures. Donc en 1 heure, il produit 400 fois plus. C'est question de moyens aussi. C'est question de moyens, c'est question de technologie. C'est cette technologie qu'on n'a pas ici pour profiter de ces opportunités. Et c'est quoi l'effet pervers? L'effet pervers, c'est qu'on a cette balance d'échange qui est favorable, plutôt hyper favorable aux États-Unis. Et on a notre tissu économique qui, au-delà de profiter de cette opportunité qu'offre le marché américain, il s'appauvrit parce que, dans l'autre sens, on a une déferlante qui vient tuer nos économies. Et moi, je vais sortir en citant M. Kako Napokto,
le Togolais, l'économiste togolais actuellement au commissaire à l'agriculture au sein de l'UEMOA qui dit « Le néolibéralisme, c'est la liberté du loup dans la bergerie. » Absolument. Donc c'est lâcher les... Voilà. Ouais. Et puis après, il faut revoir, c'est un système qui est en train de s'essouffler et de mon point de vue, il va mourir de sa propre mort. Ouais. Et il va nous contraindre à revoir le prisme sous un autre angle. Est-ce que LH Gueye, depuis Dakhla, est-ce que vous avez la même vision encore, la même lecture sur ce point de vue-là? J'ai la même lecture. Ça veut dire qu'on subit plus qu'on ne gagne finalement dans ce... On ne gagne pas vraiment dans l'agro. Comme on l'a dit, depuis que ça a été implémenté, est-ce que réellement les économies africaines qui sont concernés ont vraiment connu des avancées considérables? Je ne le pense pas. Et ce qu'il faut remarquer dans cette prolongation, c'est que c'est juste pour une année. Pour une année, quel investisseur aujourd'hui, grand investisseur ambitieux, va prendre le risque d'aller investir dans un pays tout en sachant qu'il y a des risques que cette mesure ne soit pas prolongée sur le long terme? Donc, il faut se poser les bonnes questions aussi. Les entreprises exportatrices africaines doivent avoir plus de visibilité par rapport à ce qu'on leur offre. C'est vrai, les États-Unis, c'est un très grand marché de 300 et quelques millions d'habitants. Il y a tellement d'opportunités, mais ces opportunités-là, il faut qu'on les exploite dans des conditions idoines. Aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de nous offrir des miettes par rapport à ce que nous, on peut faire et attendre à ce qu'on subisse tout le temps. Depuis que l'agro a été implémenté, on dit que selon les chiffres qui sont sortis, beaucoup de pays exportent moins vers les États-Unis. Donc, quel est l'intérêt? Il faut chercher d'autres marchés. Il y a le marché asiatique qui représente quand même, qui représente quand même un très grand marché. Il y a beaucoup de niches à aller chercher de ce côté-là. Il n'y a pas que les États-Unis, il y a l'Asie, il y a l'Europe, il y a même... entre parenthèses, au niveau de l'Afrique, il y a des zones encore qui ne sont pas trop desservies. Il faut voir aussi de ces côtés-là. Mais LH Gueye, j'ai envie de vous dire aussi du côté, en tout cas, de Madagascar et dans d'autres pays, cette prolongation est perçue quand même comme une sorte d'aubaine aussi, quoi, comme une sorte de... Voilà, d'avantage encore qui a été... Oui. Bon, moi, j'ai réfléchi de façon globale. C'est-à-dire que certainement, il y a des exemples quand même où c'est très positif, mais je pense que pour la plupart, ils n'y gagnent pas ce qu'ils attendaient. Et quand on fait le calcul, forcément, il faut se poser les questions et peut-être revoir ce qu'on nous offre vraiment et espérer que la prochaine fois, qu'on ait plus d'opportunités qui se présentent et qu'on ait vraiment un meilleur retour par rapport à ce qu'on veut nous imposer. Absolument. Est-ce que la question, donc, c'est de dire, avant de signer des conventions ou des partenariats de ce genre, c'est de se dire d'abord qu'est-ce que nous, on peut offrir à ces marchés-là qui nous tendent la main? Exactement. Et pour ma part, c'est une question tout à fait naturelle. C'est qu'on est dans une logique de l'instant présent. Et quand on prend des décisions ou qu'on s'engage dans des accords, on ne pense pas à l'impact sur 10-15 ans. Parce qu'en réalité, si tu rentres dans un marché libéral, tu dois être prêt à offrir les besoins qu'attend ce marché. La vérité, c'est qu'on est limité à plusieurs niveaux. On a des ressources qui ne sont pas forcément attendues par les consommateurs américains. Et même quand ils sont attendus, il y a un ensemble de normes, de normalisations qui ne sont pas respectées. Qui font que finalement, le producteur dans nos pays, ils se disent que ce n'est pas la peine de s'engager sur ces marchés-là. Et puis, naturellement, il y a quelques entreprises qui vont se structurer, qui vont profiter de cette opportunité pour se structurer, pour investir massivement. Et après, est-ce que l'Agora va durer? Elle va durer combien de temps? C'est prolongé d'une année, quoi. Voilà. Et donc, est-ce qu'on aura eu le temps de rentabiliser? Si on va faire une industrie de production calquée suivant les besoins américains, calquée suivant le marché américain, pour une opportunité qui est ouverte sur un an, et la renouvelée ne dépend pas des pays africains, c'est encore ça qui est malheureux. Et après, qu'est-ce qu'on fait de tout cet actif qu'on aurait accumulé pour se standardiser, se normaliser, pour revoir les chaînes de production, pour créer les contacts, ouvrir les succursales et tout? Après un an, qu'est-ce qu'on fait? Donc moi, pour ma part, je pense qu'il y a un travail qui doit être fait en termes d'identification de ce qu'on a comme potentialité et se rassurer qu'on a suffisamment de quoi faire sur un marché libéral.
Sinon, ce n'est pas la peine. Absolument, oui. Donc, avant d'aller, pour aller loin, il faut ménager sa monture, n'est-ce pas? En tout cas, car l'économie, ce n'est pas qu'une affaire de commerce, c'est aussi une question de souveraineté. Parce que je vais citer Kodzo Iwatse, qui est responsable pétrole et énergie convention à l'Africa Center for Energy Policy, qui nous dit, lui, c'est une très bonne nouvelle pour sa contribution à la sécurité énergétique du pays, spécifiquement en réduisant la dépense énergétique en importation des produits raffinés, mais également dans la constitution de réserves stratégiques de carburant essentiels à un niveau national. Là, il parlait, c'est le contexte, justement, il parlait des pays plutôt un peu enclavés, comme le Burkina Faso, le Mali, mais là, c'est le Ghana. Le Ghana qui a repris la production des produits pétroliers, en tout cas les dérivés des produits pétroliers, alors que c'était fermé depuis 5 ans. Et lui trouve que c'est une opportunité aujourd'hui pour lutter contre cette carence qui fait que nos pays souvent dépendent aussi de l'international, de l'étranger pour s'éclairer, pour transformer des produits sur place, pour en tout cas faire fonctionner leur économie de manière générale. Est-ce qu'on est tous obligés de forer pour finalement être autonomes là-dessus? Au-delà de forer, on a besoin d'énergie. Ça, c'est une constante. C'est constante. On a un cas patent là, avant la chute, entre guillemets, ou alors l'acte impérialiste des USA, si je peux me permettre cette expression. On a Cuba qui se retrouve étouffé parce qu'on a fermé le robinet. Il n'y a plus de pétrole qui coule vers Cuba et puis l'économie souffre. Donc l'énergie, c'est essentiel, mais à côté des besoins en termes de forage, il y a d'autres alternatives qui existent aujourd'hui. Et ces alternatives qui s'appuient beaucoup plus sur la nature, sur ce que la nature nous offre de manière naturelle, le vent, le soleil. C'est des alternatives aussi qui sont de plus en plus exploitées sur le continent pour produire de l'énergie. Parce que voilà, si on n'a pas d'énergie, on ne peut pas entrevoir un développement quelconque. Le développement, voilà, de manière générale. El-Hadj Gueye, est-ce que tout le monde aussi doit aller vers cet objectif d'avoir de l'énergie à profusion pour pouvoir se sortir de ces situations de crise économique continue? Effectivement, parce que, comme je le dis souvent, l'énergie, c'est le nerf de la guerre, dans le bon sens comme dans le mauvais du terme. Même au niveau mondial, on voit ce qui se passe avec, par exemple, le Venezuela, avec les États-Unis. C'est la question énergétique qui est au cœur. Donc, en Afrique aussi, nous sommes confrontés à cette question-là. Et un pays comme le Ghana a, pendant plusieurs années, accumulé des arriérés dans ce domaine. Et ce qui a causé aujourd'hui la situation qu'il vit. Maintenant, comme il l'a dit, hein, il faut qu'on soit plus avant-gardiste et qu'on essaie de diversifier les investissements dans le secteur énergétique. On ne compte plus que sur le pétrole et le gaz. Il faut voir l'éolien, il faut voir le solaire, il faut voir d'autres sources alternatives qui vont permettre à ces pays-là au moins d'avancer dans cette question énergétique-là, d'indépendance énergétique. Parce que l'économie en dépend en très, très, très grande partie. Hier soir, j'ai eu la chance de discuter avec un représentant ghanéen et qui m'expliquait que ces 10 dernières années, c'est comme si le pays avait fait des pas en arrière, alors qu'il y a eu une période quand même où le Ghana était l'une des économies africaines les plus dynamiques, avec tout ce qui se fait en termes d'investissement, d'éducation. Donc, on voit bien que si la question énergétique n'est pas réglée, ça fait un peu, comment on appelle ça? Ça limite le rythme de croissance et ça impacte encore, en tout cas, tous les secteurs qui gravitent autour de cette question énergétique-là. Oui, en tout cas, à côté des ressources physiques, il y a un autre enjeu clé qui façonne désormais aussi l'avenir du continent, c'est la donnée et l'intelligence artificielle. Je pense que là, c'est une perche tendue complètement à l'étui. Je vais citer la citation de Yasmine Abdelila, qui est analyste en cybersécurité, votre consoeur finalement, qui nous dit que l'Afrique représente près de 20% de la population mondiale, il le rappelle, mais moins de 1% des données d'entraînement à l'IA. Donc l'intelligence artificielle se passerait de l'Afrique en clair. Oui, c'est aussi une question de souveraineté. Et on ne va pas s'attendre à ce que les Chinois investissent dans une IA pour résoudre les problèmes de l'Afrique. Si on entraîne une IA
avec les données, c'est qu'on a derrière l'intention de changer quelque chose. Et le problème... C'est une domination culturelle aussi. Il y a cet aspect, il y a une domination culturelle, il y a une domination, et derrière la domination culturelle, il y a la domination économique. Qui va résulter, parce qu'au final, lorsqu'on commence à utiliser de manière native tous ces modèles d'apprentissage, il y a un biais qui fait qu'on se retrouve beaucoup plus orienté, et il y a des jeux de manipulation d'opinion qui peuvent se faire désormais de manière très facile en utilisant juste ces modèles de langage qui sont largement utilisés. C'est un constat qui n'est pas du tout réluisant, mais c'est un constat qu'il faut nuancer, parce que ce que cette phrase oublie de dire, c'est que les initiatives en termes de développement autour de la tech, de l'IA, c'est des initiatives qui se passent généralement dans les chaumières. Donc, ça ne se passe pas généralement à la télé. On vient à la télé ou alors dans des shows pour présenter les résultats. Une fois que c'est... Voilà, donc il y a des initiatives. À date, moi, je peux le dire avec beaucoup de certitude parce que je suis très proche de plusieurs des initiatives qui vont dans le sens justement de combler ce gap, parce qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, c'est un outil que l'Afrique peut utiliser pour faire un bond technologique en avant. Absolument. C'est vrai qu'il y a des contraintes en termes de consommation d'eau, en termes de disponibilité de l'énergie, mais c'est des contraintes qui peuvent être contournées, et il y a des mécanismes qui sont en train d'être imaginés, et je peux vous le dire clairement, dans des officines, ça travaille, c'est une problématique qui est prise en compte. Il n'y a pas encore des modèles qui sont affichés de manière officielle, qui sont utilisés en production, mais il y a des officines qui travaillent, qui avancent bien, qui avancent avec pour objectif justement de combler ce gap et saisir cette opportunité virtuelle pour faire un bond et puis rattraper un peu la dette technique que nous avons par rapport au reste du monde. Est-ce que vous confirmez dans ce cas ce que continue à dire Yasmine Abdelila quand elle dit que les entreprises de la tech qui réussissent sur le continent ne sont pas celles qui importent des modèles de Silicon Valley? C'est-à-dire que c'est des entreprises, en tout cas des startups ou des entreprises de tech qui s'adaptent aux réalités et aux besoins du continent. Ça, c'est un peu la conséquence du fait que à la Silicon Valley, il y a des modèles qui ne sont pas forcément conçus pour nous. Et puis au final, c'est pourquoi tout à l'heure je parlais d'opportunités et je parlais d'officines qui travaillent, parce qu'au final, parce qu'on est exclu de manière naturelle de ce champ de développement, la nature aura du vide. Ça, c'est clair. Il y a des initiatives technologiques qui se créent autour de nos réalités avec pour objectif d'adresser ces besoins-là. Et pour avoir vu plusieurs projets de digitalisation à grande échelle se mettre en place, il y en a beaucoup qui ont échoué tout simplement parce que toute la chaîne technologique était très extravertie d'un point de vue Afrique. C'est une donnée qu'il faut prendre en compte et c'est une donnée que les agents de technologie au sein du continent ont bien pris en compte et ils les exploitent pour construire des solutions qui sont proches de nos réalités. Ah, c'est une super belle transition que vous nous tendez là, là-dessus. Et là, vous allez répondre peut-être sur cette citation qui va suivre, parce que cette marginalisation technologique dont vous parlez tout de suite là, se manifeste aussi dans un angle mort majeur, c'est celle des langues africaines. C'est ça, et qui fait dire à Youssef Rahmani, c'est un jeune Marocain aussi qui est doué dans ce domaine, qui nous dit on a à peu près 8 langues aujourd'hui qui sont vraiment prêtes en production et déployées sur des applications. Notre objectif, c'est finalement de couvrir des langues les plus parlées du continent. Dans un premier temps, le Swahili, le Lingala en Afrique de l'Est et en Afrique du Sud, le Zoulou et le Xhosa. Il y a plusieurs langues, dit-il, souvent mal considérées par les logiciels de l'IA et que nous, c'est-à-dire eux, on souhaite couvrir. Ça, c'est Youssef Rahmani qui le dit. C'est l'un des 3 cofondateurs de Toumai, AI, et de l'application Olitz XC. C'est toujours votre domaine. Est-ce que ça répond à ce que vous... Ça rejoint ce que je venais de dire tout à l'heure. Mais on va d'abord laisser El Hadj Gueye depuis Dakhla de réagir par rapport à ça. El Hadj, est-ce qu'aujourd'hui, la solution, en tout cas technologique, c'est d'adapter carrément jusqu'à introduire nos langues et nos coutumes dans ces technologies-là? Mais bien sûr, on ne peut pas tout le temps rester en arrière. On a dit qu'il y a plusieurs initiatives quand même sur le continent, quoi qu'on puisse dire, qui visent à intégrer ces langues-là dans l'IA. Malheureusement, tout le temps, elles ne sont pas tout le temps visibles, mais il y en a, comme celle que vous venez de citer, et il y a dans d'autres pays quand même aussi où
des experts essaient de tout faire pour combler ce fossé-là qu'il y a entre les langues africaines et l'IA. Après, on va voir d'ici quelques années ce que ça va donner. Ce qui est sûr, c'est que, comme je l'ai tout le temps dit, l'Afrique ne peut pas rester à la marge dans tout ce qui se fait au niveau technologique. Il faut quand même qu'elle prenne des initiatives, qu'elle essaie d'être dans le jeu, même pas petite contribution, mais on ne peut pas éternellement croiser les doigts en attendant que d'autres créent, d'autres changent et nous on suit. C'est pas possible parce qu'aujourd'hui, la formation quand même commence un peu à se déployer au niveau du continent. Il y a des pays quand même qui misent sur l'IA, qui essaient de créer des formations liées à l'IA. Et si on multiplie ces initiatives-là à l'échelle africaine, peut-être d'ici quelques années, on aura notre propre IA à nous et qui va être adapté non seulement aux langues, mais à d'autres domaines. Ouais, d'ailleurs, Letsuy disait que, Letsuy rappelait aussi que les langues, les cultures africaines pourraient être utilisées comme étant des moyens de production dans ce domaine-là. Est-ce que l'IA peut aujourd'hui adapter nos langues et nos cultures dans sa technologie pour permettre aux Africains de pouvoir l'utiliser dans les langues et les idiomes qu'on utilise tous les jours et avoir beaucoup plus de résultats appropriés à nos besoins? Naturellement, l'IA, c'est une technologie et la technologie, elle existe pour résoudre des problèmes. D'un côté, il y a des problèmes en termes de brassage culturel, en termes de besoin de promotion de notre culture et de nos langues. Et il y a parmi plusieurs initiatives qui existent, des initiatives qui vont exploiter l'IA justement pour promouvoir les cultures et les langues africaines. C'est tout bénef parce qu'après, c'est un outil non seulement d'identité, mais c'est aussi un outil de production, parce qu'après, c'est vendable. On peut l'embarquer dans des systèmes qui offrent d'autres services additionnels, parce que tout à l'heure, M. Gay l'a dit, il faut regarder il faut avoir une vue macroscopique donc de la plus chose. Globale, quoi. Plus globale. On a un outil qui va s'appuyer sur l'IA pour mettre à disposition les langues. Après, on a un service qui peut l'embarquer pour offrir un autre service à valeur plus ajoutée. Et c'est un peu dans cette dynamique qu'on va forcément se diriger avec des initiatives qui sont en train de prospérer comme celle-là. Il y en a d'autres aussi qui sont dans les chaumières, qui vont sortir progressivement. Ce qu'il faut préciser par rapport à l'IA, c'est que si on tient compte du retard qu'a accumulé l'Europe par rapport aux USA et la Chine, on comprend que finalement, c'est une innovation technologique qui vient pratiquement mettre un peu tout le monde à plat, parce qu'au-delà des besoins en termes de ressources, il y a l'intellect aussi qui joue beaucoup. Absolument. Et ce n'est pas ce dont on manque le plus. On a un problème en termes de ressources, mais en termes d'intellect, sur le continent, on en a. Donc, on a de quoi faire pour tirer parti de ces technologies. Oui, tout à fait. En tout cas, la cause est entendue. Donc, ce n'est pas un problème de ressources humaines, c'est un problème de technologie. Et puis ça, c'est adaptable, je pense, à tous les niveaux. Et puis, ça commence à se déployer sur le continent. Parce que là, c'est des jeunes Marocains, ils sont 3, qui ont lancé cette start-up qui s'appelle Toum AI, Toumaï, et l'application holistique. Donc, c'est déjà parti. Et ils parlent de Lingala, de Swahili, de Xhosa et le Zoulou. Donc, c'est parti beaucoup plus loin que ça. Wolof. Le Wolof aussi, pourquoi pas. Voilà. Et là, je sera content. C'était pour dire bonjour à Guy. Oui, c'est ça, c'est un clin d'œil. Reste une question aussi sensible. Jusqu'où les puissances étrangères sont-elles prêtes à intervenir dans nos vies de tous les jours? C'est cette citation de Jim Rich, sénateur américain, qui attire notre attention cette semaine. Il parle du fils, justement, du président zimbabwéen. Il dit le fils du président, qui plus est son successeur, potentiel en tout cas, ne peut pas simplement supprimer des tweets et présenter des fausses excuses. Parce qu'il avait accusé que les États-Unis ne tolèrent pas un tel niveau d'instabilité et d'irresponsabilité. Justement, le fils du président zimbabwéen, encore lui, avait accusé justement l'ambassadeur des États-Unis dans ce pays qu'il se mêlait de la vie politique et qu'il avait même participé à aider l'opposant Bobi Wine à s'enfuir de Zimbabwe. Et ça n'a pas plu aux Américains forcément. Et le sénateur Jim Rich est sorti à travers cette citation qu'on a choisie pour dire que trop, c'est trop. Est-ce qu'encore c'est de l'ingérence ou c'est une réaction normale? Moi, quand j'ai suivi cette actualité, il y a une image qui m'est revenue très rapidement dans la tête. C'est une image au Mali. C'est une image au Mali où la France a été forcée à quitter le Mali.
n'a pas choisi de quitter le Mali, parce que ça, c'est le discours qui est présenté, voilà, mais a été forcé à quitter le Mali. Ouais. A été forcé, pourquoi? Parce que, voilà, c'est de notoriété publique et c'est clair qu'il y a une ingérence, il y a une proximité très forte entre les chancelleries occidentales et le pouvoir au sein de nos États. En tout cas, il y a une coopération, on va dire ça comme ça. Il y a une coopération qui, pour ma part, n'est pas une coopération saine. On a une image de l'actuel président de la RCA, saluant l'ambassadeur de France. Cette image, la RCA, c'est la Centrafrique. La République centrafricaine. C'est ça. Recevant l'ambassadeur de France dans son palais pendant une occasion solennelle et le saluant avec des fermes courbés. On connaît la signification de ce geste dans nos cultures africaines. Et c'est une image qui a choqué beaucoup de gens et c'est des éléments qu'on doit corriger, au moins, même ne serait-ce qu'en termes de façade. Absolument. On a intérêt à ne pas afficher cela parce qu'on est un peu dans un duopole, on est en contradiction avec nous-mêmes. D'un côté, on parle de souveraineté, on parle d'autodétermination. Et puis de l'autre, on a des actes qui nous placent dans une position de soumis. De faiblesse. De faiblesse en 2026. Ouais. Donc, pour ma part, ce type de sortie, on peut les qualifier d'arrogantes pour certains, mais pour ma part, moi, je les trouve bien placés. Il faut le dire, même si ce n'est que des phrases, il faut le dire de manière claire. Il faut opposer parallélisme de forme. On vous dit, vous n'avez plus droit à accéder au territoire américain. On l'a vu à l'AES. C'est vrai que c'est juste 3 États, c'est juste quelques États, mais c'est des phrases quand même qui attirent l'attention. Nous sommes un État, je suis un chef d'État. Et voilà. Je dois être à la hauteur de la fonction. Et justement, car au-delà aussi des discours politiques, bon, les relations internationales se jouent aussi sur le terrain sécuritaire, parce qu'il ne faut pas tout réduire à ce genre de citations, de formules choc et tout ça, parce que les États-Unis sont présents sur le continent, parce que d'ailleurs, un des hauts responsables du commandement américain, John Brennan, nous dit: nous collaborons toujours, nous avons même partagé des informations avec certains d'entre eux, parlant de l'AES, pour frapper des cibles terroristes clés, mais la situation est très différente d'il y a 2 ou 3 ans. Il parle des États de l'AES, vous parliez de ces relations-là. Effectivement, les États, de manière quand même générale et de manière publique, ont des relations d'égal à égal, c'est d'État à État. Maintenant, de petites choses qui se passent par ailleurs, ça peut arriver. Et que les États-Unis soient choqués parce que l'ambassadeur a été interpellé ou a été apostrophé par un homme politique, ça peut aussi choquer les États-Unis, ce qui est normal. Je pense que ça, peut-être la position des Américains sur les États du Sahel aussi prouve qu'il y a des relations qui continuent, bon, peut-être sans tambour ni trompette, quoi, mais qui existent quand même, quoi, je crois. Naturellement. Oui, El-Hadj Gueye, est-ce que vous avez une réaction par rapport à ça? Bien sûr, c'est des relations qui doivent continuer parce que, comme on l'a dit, quand on laisse un bloc, on est forcément peut-être obligé de pouvoir coopérer avec un autre. Aujourd'hui, les États de l'AES, les 3 qui sont le Burkina, le Niger et le Mali, ils ont complètement, en tout cas, coupé beaucoup de ponts avec la France. Donc forcément, il y a ces liens avec la Russie, mais les Américains ne sont jamais absents là où est présente la Russie. Ils vont forcément essayer de défendre leurs intérêts, d'avoir aussi leur carte à jouer. Donc c'est une collaboration qui doit être là. Mais bon, je ne suis pas d'accord quand on dit que les États doivent traiter d'égal à égal. C'est pas le même niveau d'économie, le même niveau de capacité militaire, le même niveau de capacité d'avoir des informations. Donc forcément, à un moment donné aussi, il faut se poser la bonne question. Je ne vais pas dire accepter certaines choses, mais il faut être intelligent dans la façon de mener certaines politiques. Parce qu'on est en face quand même de quoi qu'on puisse dire de la première armée du monde, de la première puissance économique du monde. Donc, s'il faut lâcher du lest sur certains points, il faut le faire pour voir l'intérêt général. Ok, vous avez bien résumé, El-Hadj Gueye, vous avez bien résumé la situation tout à fait belle. Face à ces rapports de force globaux, certains acteurs africains revendiquent pourtant une autre narration du continent. Parce que là, ça nous ramène à Tony Elumelu. C'est le fondateur de la fondation Tony Elumelu qui porte son nom, bien sûr, qui est président de United Bank of Africa. Tony Elumelu nous dit: tout ce que j'ai aujourd'hui, c'est grâce à l'Afrique. Je suis né ici, j'ai fait mes études ici.
je travaille ici et j'arrive à atteindre un certain niveau de confort financier ici en Afrique, sur le continent. Est-ce que l'Afrique donne encore ce genre de profil ou c'est un profil sorti de nulle part par hasard? Ce n'est pas un hasard. Il y a des profils comme ça, on n'en a pas beaucoup, mais la preuve qu'ils existent, le fait qu'ils existent, c'est la preuve qu'on peut se construire en Afrique et on peut tirer de l'Afrique des ressources qui nous mènent vers le haut. Et pour ma part, ça c'est une phrase qui s'adresse beaucoup plus à nous autres, à nos frères qui se retrouvent à la diaspora et qui hésitent à rentrer pourtant ils ont des potentialités. Il y a une phrase généralement qui est dite, moi je suis dans un domaine X, si je rentre, il n'y a pas des ressources, il n'y a pas des moyens, il n'y a pas de structure d'accueil, ouais. Et donc ce n'est pas la peine de rentrer. C'est un discours qu'il faudrait, en termes de narratif, qu'il faudrait justement travailler à changer, parce qu'on a intérêt aujourd'hui à fédérer l'ensemble des énergies africaines qui se retrouvent hors pour fabriquer des tonniers lumineux avec une vitesse beaucoup plus grande, parce qu'ils vont revenir avec et le pouvoir technologique, la connaissance, le regard d'ailleurs et les ressources financières. Ça va nous aider à développer le continent. Mais malgré ça, au sein du continent, il y a des modèles comme ça. Dans plusieurs de nos pays, il y a des fils d'Afrique nés dans ces pays qui ont pu tirer leur épingle du jeu. C'est des cas isolés, mais il y en a quand même. Tout à fait. Je pense qu'on arrive au terme de notre échange. El-Hadj Gueye, peut-être un mot, juste un petit mot pour... Je suis entièrement d'accord avec là-dessus. Je suis entièrement d'accord. On peut réussir en Afrique. C'est peut-être plus difficile, mais ce n'est pas impossible. Et on a vu des exemples aujourd'hui. Je donne juste l'exemple du Maroc, dans le pays dans lequel je vis depuis 18 ans, d'une diaspora marocaine très forte, des gens bien formés dans des écoles marocaines et après qui sont partis se former en Europe, qui sont revenus au Maroc, monter des choses et qui ont réussi. C'est un exemple. Et on peut multiplier ces exemples-là en Afrique, notamment avec, dans divers domaines, l'agriculture, la technologie, l'IA. Ouais, les ressources sont là. Il faut juste mettre en place les politiques qu'il faut et l'accompagnement qu'il faut pour qu'on puisse réussir dans ce continent. En tant qu'afro-optimiste, c'est le message que je donne toujours. Merci El-Hadj Gueye, merci El-Hadj Gueye depuis Dakhla. En tout cas, on vous remercie sincèrement du fond du cœur d'avoir participé à cet échange à distance. Vous qui êtes habitués de ce plateau déjà, en tout cas, l'Afrique avance. À chacun d'en tirer les leçons. C'est ça que j'ai envie de dire. Letsui Kenfak, merci beaucoup aussi d'être avec nous. C'est toujours un plaisir de vous avoir et on vous aura tout le temps, tant que c'est possible avec nous, Inch'Allah. Merci Bachir. Et à très bientôt, chers téléspectateurs. Merci beaucoup de nous avoir été fidèles pour cette émission encore. C'était le Débrief Afrique et on vous dit à la semaine prochaine. Merci.